Donc maintenant, on va passer à la partie donc infections sexuellement transmissibles. Donc je vais en présenter plusieurs et ensuite on abordera les symptômes qu'elles peuvent provoquer et alors les dépistages qui sont possibles. Alors, on voit ici sur ce schéma qu'il y a donc déjà, on ne parle que de trois IST ici. Il y en a évidemment bien plus, mais on a décidé de se concentrer sur celle-ci parce qu'on a remarqué que depuis plusieurs années, notamment depuis 2021, il y a eu une nette augmentation donc, de ces maladies. Donc, au niveau du chlamydia, si on veut chiffrer, il y a une augmentation d'à peu près 24% depuis 2021, de 90% pour la gonorrhée et enfin pour la syphilis de 17%. On constate aussi sur ce schéma que c'est la chlamydia qui est la plus représentée en Belgique, donc c'est celle-là où il y a le plus de personnes qui en souffrent. Elle va toucher les hommes et les femmes, avec évidemment deux groupes qui sont plus touchés, les hommes âgés de 20 à 34 ans et les dames qui sont âgées de 20 à 29 ans. Donc en Belgique, on a à peu près 218 diagnostics par 100 000 habitants. Pour la gonorrhée, là, elle va toucher plutôt donc les hommes et les hommes qui sont âgés de 20 à 59 ans. Là, le diagnostic, donc il y a plus ou moins 147 diagnostics par 100 000 habitants. Et enfin, pour la syphilis, donc c'est celle qui touche le moins de personnes et elle va toucher principalement les hommes âgés de 20 à 64 ans. C'est celle-ci qu'on va aussi le plus dépister chez nous. Dans tous les cas, les tests qui sont réalisés sont plus réalisés chez les dames et le taux de positivité de ceux-ci, donc c'est plutôt chez les hommes. Donc les hommes se testent moins, mais sont plus souvent positifs que les dames aux ces IST. Alors, donc toutes ces IST peuvent se soigner, donc, mais une fois soignées, elles peuvent se réattraper à chaque fois qu'on est exposé. On va utiliser des traitements par antibiotiques. C'est d'ailleurs un problème parce que certaines de ces IST, en fait, les pathogènes qui en sont responsables deviennent résistants aux antibiotiques et on n'a pas forcément après d'autres traitements qui peuvent être utilisés. Quand elles ne sont pas traitées, on peut avoir des risques au niveau de la fertilité qui peut être amoindrie. Et alors, si c'est une dame qui est enceinte, elle peut transmettre donc son IST à son nouveau-né au moment de l'accouchement. Alors, les chlamydia, gonorrhée et syphilis ne sont pas les IST qui vont toucher le plus de personnes dans le monde. Il s'agit en fait du papillomavirus, donc HPV. On considère qu'il y a à peu près 80% de la population sexuellement active entre 15 et 24 ans qui va en fait être touchée par ces papillomavirus. Ils ne provoquent pas forcément de symptômes, mais c'est plutôt donc, les complications qui peuvent se survenir avec eux qui vont être un problème. Notamment, ils vont pouvoir provoquer des risques de cancer et alors de verrues génitales, ce qui est assez compliqué donc, au niveau de la qualité de vie de ces personnes, parce qu'en plus, ces verrues sont extrêmement contagieuses et donc ben, après, il faut énormément de temps pour les traiter si on arrive à les traiter. Alors, donc, pour pallier à ça, comme il n'y a pas de traitement pour le papillomavirus, on va plutôt faire des campagnes de prévention. Donc là, le moyen le plus efficace qui existe à l'heure actuelle, c'est la vaccination. On recommande de la réaliser donc chez les filles et chez les garçons qui sont âgés entre 9 et 14 ans. Pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, a priori, il n'y a pas donc, de rapports sexuels qui ont déjà eu lieu. Et donc, ça permet d'avoir une efficacité au maximum. Après, on peut toujours vacciner les personnes qui ont déjà eu des rapports sexuels. La seule chose, c'est que le vaccin sera probablement moins efficace, étant donné qu'on a pu déjà rencontrer certains sous-types de papillomavirus. En Belgique, on a différents types de vaccins disponibles. En tout cas, ils vont principalement être dirigés contre les souches qui vont provoquer donc, le 3/4 des cancers du col de l'utérus chez la dame. Et alors, on va avoir également le vaccin qui contient 9 souches, qui va aussi se diriger au niveau des sous-types qui provoquent des verrues génitales. Alors, on a des campagnes de prévention, mais il y a aussi des campagnes de dépistage. Il n'y a pas de test fiable qui existe pour tester les hommes au papillomavirus, donc on va plutôt se concentrer chez les dames en réalisant donc des frottis. Donc, on recommande de réaliser un frottis tous les 3 ans en dessous de 30 ans et à partir de 30 ans, tous les 5 ans. Même si la dame a été vaccinée, il faut absolument se faire dépister parce qu'encore une fois, il n'y a pas de symptômes qui apparaissent lors du papillomavirus. Et donc, voilà, il faut savoir si on est porteur pour justement, éventuellement, éviter de le transmettre. Au niveau des IST, on a également les hépatites, notamment B et C, qui là vont être plutôt transmises lorsqu'il y a des rapports sexuels traumatiques et qu'il y a un contact avec du sang en fait. On a également l'herpès génital.
Donc, en fait, c'est le même virus que les boutons de fièvre. Et là, il n'y a pas de traitement. Donc, pour en guérir, on a juste des traitements antiviraux qui vont pouvoir diminuer, en fait, la survenue et l'intensité des poussées, parce que c'est forcément une IST très douloureuse quand elle apparaît. Donc, dans la diapositive suivante, on va aborder en fait le virus donc, de l'immunodéficience humaine. Donc, il s'agit du VIH. Et depuis quelques années, il est en très nette augmentation alors que ça stagnait pendant un certain temps. Alors, contrairement à une croyance collective, on ne guérit pas du sida, on ne guérit pas du VIH, on va juste en fait avoir des traitements qui vont le contrôler pour éviter de le transmettre, donc soit à son partenaire, à ses partenaires, ou alors donc à son enfant lorsqu'il y a une grossesse. Donc, il y a des traitements à prendre qui sont assez lourds parce qu'il faut associer plusieurs médicaments parce qu'à un moment donné, le virus va devenir résistant à ces traitements et donc on va devoir à chaque fois rajouter des choses, changer de traitement, etc. Si on ne le traite pas, on va avoir en fait le syndrome qu'on appelle SIDA, le syndrome de l'immunodéficience acquise. Là, le système immunitaire en fait du patient est complètement out et il ne sait plus traiter en fait les pathogènes et donc il va se retrouver avec plein d'infections opportunistes plus ou moins graves qui vont forcément aggraver sa santé et ça peut conduire au décès du patient. Alors, la seule façon de se protéger du VIH, c'est d'utiliser donc le préservatif. Maintenant, dans certains cas, il n'y a pas eu d'utilisation de ce dernier, donc il existe donc des traitements post-exposition. Donc là, on va se retrouver donc, à aller dans un centre de référence donc, pour le VIH, où on recevra un traitement qui est totalement remboursé, qui devra être pris pendant 30 jours après l'exposition. Et dans la même, pendant les 3 mois post-exposition, il va y avoir des dépistages qui sont faits pour confirmer ou infirmer justement la contraction du VIH. Ensuite, on a un traitement plutôt préventif, on appelle ça la PrEP. Là, c'est vraiment pour les personnes, de par leur vie, qui sont fortement exposées au VIH. Là, on va le prendre donc avant un rapport à risque. Et là, il n'est pas forcément remboursé, il faut remplir certaines conditions. On peut avoir donc ici 2 types de traitements, soit un traitement continu, où on prend un comprimé tous les jours, ou un traitement discontinu, où là, on va en fait prendre 2 comprimés la veille du rapport à risque, un comprimé le jour en question, et ensuite un comprimé le lendemain. Pour le traitement préventif, il n'est pas forcément... donc la protection n'est pas complète. Et alors, bien évidemment, on ne protège pas des autres IST, puisqu'il n'y a là pas d'utilisation du préservatif. Je voulais juste ajouter quelque chose au niveau donc, du traitement ici, post-exposition. Il y a différents types de traitements qui existent. Il y a un premier, donc en première intention, et si jamais ça ne fonctionne pas, on en a un deuxième. Donc ça, c'est en fonction, donc le médecin qui va voir un peu qu'est-ce qu'il peut faire pour vous. Alors, toutes ces IST n'ont pas toujours des symptômes, mais s'il y en a, on aura alors donc, des écroulements, des démangeaisons, des sensations de brûlure ou alors des mauvaises odeurs au niveau génital, anal ou oral. Mais le problème de ces symptômes, c'est qu'ils peuvent aussi ne pas forcément être dus à une IST, ça peut être dû à des choses moins graves, donc il faut toujours rester attentif évidemment et voilà, faire des dépistages pour être certain de savoir si on est oui ou non infecté ou pas. Donc, en ce qui concerne les dépistages, là, on va avoir différentes choses qui sont possibles. Pour le VIH, les hépatites et la syphilis, on partira plutôt sur des prises de sang, alors que la gonorrhée, le chlamydia, le HPV et les trichomonas vont plutôt être dépistés par frottis. Maintenant, la gonorrhée et le chlamydia peuvent être aussi dépistés en faisant des prélèvements urinaires. Et alors, pour le VIH, donc une fois qu'on a été exposé, la conduite à prendre est différente en fonction de l'exposition. S'il y a moins de 3 jours, s'il y a moins de 72 heures, donc on se retrouve donc dans un centre de référence pour le dépistage pour avoir un traitement qui est remboursé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si ça fait moins de 3 mois, on peut se rendre chez son médecin et réaliser une prise de sang. Maintenant, si ça fait plus de 3 mois qu'on a été exposé, là, on peut réaliser un autotest qui sont disponibles dans les officines en Belgique. Donc, à ce moment-là, si le test est positif, il faut bien évidemment se rendre chez le médecin pour confirmer ou infirmer donc, ce résultat avec ici une prise de sang.